Nous sommes à Agra. Le marbre blanc du Taj Mahal est si éclatant qu'il fait presque mal à regarder, une perle scintillante sous le ciel indien brumeux. 20 000 artisans, 22 ans, un monument à l'amour éternel d'un empereur, mais ceci, aussi magnifique soit-il, n'est qu'une pièce d'un immense puzzle millénaire. Ce voyage nous mènera à travers l'étendue stupéfiante des lieux les plus incroyables de l'Inde, du nord impérial et enneigé au sud tropical et parfumé aux épices. Nous sommes à la recherche de la vérité derrière les légendes qui résonnent dans chaque ruelle, explorant des forteresses construites par des titans et goûtant la nourriture qui alimente 1 milliard de personnes. Nous plongeons dans une terre où le passé antique n'est pas seulement remémoré, il est vécu chaque jour. Mais d'abord, quel secret stupéfiant le Taj Mahal cache-t-il à la vue de tous? L'Inde n'est pas une destination unique. Vous voyez, ce n'est pas un endroit que vous pouvez simplement cocher sur une liste entre deux vols. C'est un sous-continent d'expérience, une tapisserie profondément complexe et incroyablement vibrante, tissée à partir de milliers d'années d'histoire humaine. Nous parlons de paysages qui s'étendent des plus hautes montagnes, les plus gelées de la Terre, aux plages tropicales baignées de soleil et aux forêts de mangroves humides. C'est un lieu d'innombrables traditions spirituelles qui forment le socle de plus d'1 milliard de vies, abritant plus de 2000 groupes ethniques et plus de 120 langues principales. Le traiter comme un seul et unique endroit, penser que vous pouvez faire l'Inde en une semaine, c'est passer complètement à côté. C'est une terre d'1 milliard d'histoires, et chacune d'elles se dispute le droit d'être racontée. Ici, des empires antiques ont laissé leur marque dans la pierre, si grandiose que cela défie la croyance. Des fleuves sacrés charrient les rituels quotidiens de la vie et, les derniers adieux enfumés. L'odeur de cardamome, de piment et de safran grillant dans un coin de rue animé peut vous en dire plus sur l'histoire d'une région, ses routes commerciales et ses envahisseurs que n'importe quel manuel. C'est un assaut sensoriel complet. Et cela peut être beaucoup à absorber. C'est pourquoi nous allons décortiquer cela, en commençant par le cœur historique de tout cela, le creuset du pouvoir, le nord, le creuset des empires, le nord. C'est le creuset des empires. C'est une terre d'histoire dure, un endroit défini par la présence glaciale et colossale de l'Himalaya. Ce sont, bien sûr, les montagnes les plus hautes de la planète, un mur blanc déchiqueté, qui séparent le sous-continent du reste de l'Asie. Leurs pics glacés et leurs glaciers antiques alimentent les fleuves sacrés comme le Gange et la Yamuna qui descendent à travers les plaines fertiles. Et vous voyez, c'est sur ces plaines que l'histoire de l'Inde a été écrite dans le sang, l'acier et la pierre. C'est la terre des sagas épiques, le lieu de naissance de l'empire Maurya qui a uni le sous-continent pour la première fois et l'âge d'or des Guptas. Mais par-dessus tout, c'est le cœur des grands Moghols, une dynastie qui a régné pendant plus de 300 ans, laissant derrière elle un héritage de richesse, d'art et d'architecture qui est, sans exagération, inégalé sur Terre. Nous parlons de l'ascension et de la chute du sultanat de Delhi, des richesses incroyables d'empereurs comme Akbar et Shah Jahan. Et le fait est que l'histoire ici n'est pas piégée derrière des cordons de velours et du verre dans un musée, elle est partout, elle est vivante, elle est gravée dans le tissu même des villes, dans les forts massifs et menaçants qui gardent les anciennes routes commerciales et dans les tombeaux sublimes de véritables boîtes à bijoux qui parlent d'amour éternel et de pouvoir dynastique. La bande de terre entre la capitale de l'Inde, Delhi, et la ville d'Agra est une véritable ligne du temps de ce pouvoir. Tout est sculpté dans du grès rouge sang et du marbre blanc brillant. C'était le cœur absolu de l'empire moghol, et son héritage architectural est l'un des plus époustouflants que vous verrez jamais. Et tout voyage dans le nord doit commencer par l'icône elle-même, le Taj Mahal. Ce n'est pas juste un bâtiment, c'est un poème en pierre. Beaucoup de gens en sont fous, et pour cause, il est souvent appelé la structure la plus belle jamais créée. Il a été commandé en 1632 par l'empereur Shah Jahan, non pas comme un monument à sa propre puissance, mais en mémoire de son épouse favorite, Mumtaz Mahal. Elle était sa compagne inséparable, sa conseillère principale, et elle est décédée en donnant naissance à leur 14e enfant.
L'empereur a été tellement consumé par le chagrin, la légende dit que ses cheveux sont devenus blancs du jour au lendemain. Ce mausolée de marbre blanc est plus qu'une simple tombe. C'est le point culminant de l'art moghol, une fusion parfaite et harmonieuse du génie architectural perse, islamique et indien. Voici la partie vraiment étonnante, l'échelle de l'opération. Il a fallu plus de 20 000 artisans, tailleurs de pierre, calligraphes, spécialistes de l'incrustation et ouvriers, plus de 22 ans pour le terminer. Rafi. Le matériau a été sourcé dans toute l'Asie, apporté sur le site par une flotte de plus de 1000 éléphants. Le marbre blanc venait de Makrana au Rajasthan. Le jade et le cristal de Chine, la turquoise du Tibet, le lapis lazuli d'Afghanistan et la cornaline d'Arabie. Le coût, il est impossible de le calculer vraiment, mais les estimations modernes le situent dans les milliards de dollars. Mais la vraie magie, le détail qui vous fait halter, est dans les détails. Plus vous vous approchez, plus cela devient stupéfiant. Les bandes calligraphiques massives de marbre noir qui encadrent les arches sont une illusion d'optique. Les lettres deviennent en fait plus grandes, plus elles sont en hauteur, de sorte que, du sol, elles apparaissent parfaitement uniformes. Et puis il y a une caractéristique de conception que la plupart des gens manquent entièrement. Les 4 minarets, les hautes tours qui entourent la tombe, ne sont pas parfaitement droits. Ils penchent en fait vers l'extérieur de quelques degrés seulement. C'était un coup de maître en ingénierie, une brillante preuve de prévoyance. Lors d'un tremblement de terre, une menace très réelle dans cette région, les tours s'effondreraient loin de la tombe principale, protégeant le dôme inestimable et les tombes de Mumtaz et de Shah Jahan à l'intérieur. Même le marbre lui-même est un spectacle. Il est célèbre pour changer de couleur. À l'aube, lorsque la première lumière le frappe, il luit d'une douce teinte rosée. Sous la lumière crue de midi, il est d'un blanc brillant, presque aveuglant. Dans le crépuscule laiteux du soir, il peut paraître d'un bleu presque translucide. Et par une nuit de pleine lune, il brille comme une perle divine. Il est conçu pour refléter les humeurs du ciel, ou, comme le disaient les poètes de la cour, les humeurs de la femme enterrée à l'intérieur. Envie de visiter? Le meilleur moment est d'octobre à mars, lorsque le temps est frais et le ciel est dégagé. Vous voudrez y arriver pour le lever du soleil, avant que les foules massives n'arrivent et que la magie du silence ne soit brisée. Et un conseil essentiel pour les touristes, vous ne pouvez pas vous y rendre directement en voiture. Pour protéger le marbre blanc de la pollution qui le rend d'un jaune terne, vous devez vous garer à 1 kilomètre de là et prendre un court et silencieux trajet en bus électrique jusqu'à la porte principale. Si vous voulez la vue ultime, les hôtels de luxe à Agra sont construits pour cela. L'Oberoi à Marvilas est légendaire, situé à seulement 600 mètres, soit environ 2000 pieds de distance. Chaque chambre de l'hôtel a une vue ininterrompue et privée sur le Taj. Vous pouvez vous asseoir sur votre balcon avec un café matinal et le regarder changer de couleur. Bien sûr, ce genre de vue vient avec une très étiquette de prix élevée. Une option plus historique est l'ITC Mughal, qui est une merveille architecturale à part entière, construit pour honorer le style moghol et ses jardins luxuriants et formels. Juste en bas de la rivière, par rapport au Taj, se trouve un monument qui, dans toute autre ville, serait l'attraction principale, le fort d'Agra. Ce qui est souvent oublié à l'ombre de son voisin, c'est que cet endroit est sans doute tout aussi impressionnant. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, une forteresse-palais massive et tentaculaire faite de grès rouge foncé, ce qui lui a valu le surnom de l'Al-Qila, ou Fort Rouge. Ses origines remontent au XIe siècle, mais c'est le grand empereur moghol Akbar, le grand-père de Shah Jahan, qui a commencé à le construire dans sa forme actuelle en 1565. Cela n'a jamais été juste un fort, c'était une ville impériale fortifiée. À l'intérieur de ses murs de 2,5 km de long et de 70 pieds de haut, vous trouverez un labyrinthe de palais, de salles d'audience et de mosquées. Vous pouvez explorer le Diwan-i-Am, salle d'audience publique, où l'empereur écoutait les griefs de ses sujets, et le Diwan-i-Khas, salle d'audience privée, où il rencontrait des dignitaires étrangers. Vous trouverez le scintillant Shish Mahal, le palais des miroirs. Cette petite pièce sombre
est couverte de milliers de minuscules miroirs convexes complexes. On dit que si vous allumez une seule bougie, toute la pièce scintille comme une boîte de diamants ou un ciel nocturne étoilé. Mais le fort détient aussi une histoire profondément tragique. C'est là que Shah Jahan, l'homme qui a ruiné l'Empire pour construire le Taj Mahal, a passé ses 8 dernières années. Il n'était pas là en tant qu'empereur, il était prisonnier. Il a été renversé et mis en résidence surveillée par son propre fils ambitieux, Aurangzeb. Sa prison? Pas un cachot, mais un magnifique pavillon de marbre juste à l'intérieur de ce fort, le Musaman Burj. De son balcon, il avait une vue claire, déchirante et constante sur le Taj Mahal, la dernière demeure de sa femme, juste de l'autre côté de la rivière. C'est une fin amère, shakespearienne, à l'une des plus grandes histoires d'amour de l'histoire. De retour à Delhi, l'histoire impériale se poursuit à l'autre forte rouge, ou Lal Killa. C'était le symbole de la puissance moghole à son apogée absolu. Il a été construit par Shah Jahan lorsqu'il a décidé de déplacer sa capitale d'Agra vers la ville nouvellement fondée de Shah Jahanabad, maintenant le vieux Delhi. Cette forteresse massive a d'imposants murs de grès rouge s'étendant sur plus d'1,5 mille. Abdullah. Elle renferme un monde complet de palais, y compris un autre Diwan-i-Khas. C'était le sanctuaire intérieur, encore plus opulent que celui d'Agra. C'est là que l'empereur était assis sur le légendaire trône du Pan. Ce trône était, selon tous les récits contemporains, l'un des objets les plus extravagants jamais fabriqués. Il était recouvert d'or et incrusté des gemmes les plus célèbres du monde, y compris le diamant Koh-i-Noor, le rubis Timur et d'innombrables émeraudes. On disait qu'il avait coûté 2 fois plus cher que le Taj Mahal lui-même. Le trône, cependant, n'a pas duré. Il a été volé lors d'une invasion perse par Nader Shah en 1739, qui a saccagé Delhi, massacré son peuple et ramené le trône en Perse, où il a été brisé et ses trésors dispersés à jamais. Mais l'histoire à Delhi va encore plus loin et plus loin dans le temps. Près du Fort Rouge, vous trouverez le tombeau d'Humayun. Construit au milieu du XVIe siècle, ce fut le premier grand jardin-tombe sur le sous-continent. Vous pouvez voir l'inspiration directe du Taj Mahal ici même, la symétrie parfaite, le grand dôme, le schéma de couleur rouge et blanc. C'est une déclaration puissante et majestueuse en grès rouge, construite par une veuve en deuil, l'impératrice Bega Begum, pour son mari empereur. Il est entouré d'un charbag, un jardin en 4 parties qui représente les 4 jardins du paradis dans le Coran. Et puis il y a le Qutub Minar, c'est le plus haut minaret de briques du monde, s'élevant à 240 pieds dans le ciel. Il a été commencé en 1192 par Qutbauddin Aibak, le fondateur du sultanat de Delhi, pour marquer sa victoire sur le dernier royaume hindou de Delhi et le début d'une nouvelle ère de règne en Inde. Ce n'est pas seulement une tour, c'est une déclaration de 5 étages de hauteur de « Nous sommes ici », couverte de sculptures complexes et de versets du Coran. Dans la cour de la mosquée attenante, vous trouverez l'un des plus grands mystères scientifiques de l'Inde, le pilier de fer de Delhi. C'est un pilier de 23 pieds de haut, pesant plus de 6 tonnes. Le mystère, il a été forgé il y a 1600 ans, pendant l'Empire Gupta, et il est fait de 99,7% de fer pur, et il n'a pas rouillé. À ce jour, les scientifiques débattent de la façon dont les métallurgistes antiques ont atteint ce niveau de pureté et créé un film protecteur passif qui a résisté à la corrosion pendant plus d'1 millénaire. Mais l'endroit peut-être le plus étrange de tout ce corridor impérial est Fatehpur Sikri, situé à environ 1 heure d'Agra. C'est la ville fantôme. Elle a été construite à partir de zéro par l'empereur Akbar à la fin du XVIe siècle. C'est une ville magnifique, tentaculaire et parfaitement préservée, construite entièrement en grès rouge. Akbar l'a construite pour honorer un saint soufi, Salim Chishti, qui, selon la légende, avait prédit la naissance du premier fils et héritier d'Akbar. C'était la capitale du puissant empire moghol pendant seulement 14 ans. Puis, elle a été complètement et totalement abandonnée. L'histoire officielle est que l'approvisionnement en eau de la ville a échoué.
Les puits et le lac artificiel massif se sont asséchés, rendant impossible de soutenir la population massive. Mais l'histoire non officielle, celle chuchotée dans les ruelles vides, est que la ville était maudite en marchant à travers ses palais silencieux, ces vastes cours comme le Pashizi Court, un échiquier géant où Akbar utilisait des esclaves filles comme pièces de jeu, et la grande Jama Masjid, vous ne pouvez pas vous empêcher de le ressentir. C'est un endroit étrange, beau et profondément troublant. Un monument massif et parfait à un rêve glorieux qui s'est juste arrêté. Mais la puissance du Nord n'est pas seulement moghole. À l'ouest, dans les déserts du Rajasthan, vous entrez dans un monde entièrement différent. C'est le pays des Rajputs, un ensemble de clans de guerriers fiers et farouchement indépendants, célèbres pour leur code d'honneur rigide, leur culture vibrante et, c'est le moins qu'on puisse dire, leurs forces incroyables et indomptables. À Jaipur, la ville rose, ainsi nommée parce qu'elle a été peinte en rose en 1876 pour accueillir le prince de Galles, vous trouverez le magnifique fort d'Amber, également appelé fort Amer. Il couronne les collines d'Aravali. Et vous pouvez toujours monter à dos d'éléphant sur le chemin de pierre sinueux jusqu'à la porte principale, tout comme les Maharajas. Construit pour la première fois en 1592, son extérieur rugueux, imposant et couleur miel cache un intérieur d'une beauté époustouflante. Vous y trouverez des cours, des jardins et des salles, y compris un autre Shish Mahal éblouissant ou palais des miroirs dont les murs et les plafonds sont recouverts de mosaïques de miroirs qu'une seule flamme peut illuminer. Au cœur de la ville se trouve l'un des bâtiments les plus reconnaissables de l'Inde, le Hawa Mahal ou Palais des Vents. C'est vraiment juste une façade de 5 étages de hauteur, un mur de grès rose brillant avec 953 fenêtres finement sculptées ou jarrokas. Mais l'élément époustouflant ici est que cela n'était pas juste pour l'apparence. Il a été conçu en 1799 pour servir 2 objectifs de génie. Premièrement, cela permettait aux femmes royales, qui vivaient en stricte réclusion purda, de regarder les festivals de rue et la vie quotidienne de la ville en contrebas sans être vues elles-mêmes. Deuxièmement, et c'est la partie brillante, c'est un ancien climatiseur. Le treillis complexe des fenêtres crée une brise fraîche, un principe scientifique appelé l'effet Venturi, tirant l'air à travers le palais et le gardant confortable, même dans la chaleur désertique brûlante de 115 degrés. Non loin de là, vous verrez le Jal Mahal, le palais de l'eau. Il ressemble à un mirage, un palais serein de 5 étages qui semble flotter comme par magie sur le lac Mansagar. Mais ce que vous voyez n'est que le sommet. 4 de ces 5 étages sont en permanence sous l'eau. Il a été construit vers 1750 comme pavillon de chasse et palais de plaisance pour la famille royale, pour y faire des pique-niques. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur, mais le simple fait de le voir depuis le rivage, surtout au coucher du soleil quand il est illuminé, est un spectacle vraiment magique et bizarre. Plus à l'ouest, dans la ville bleue de Jodhpur, où les maisons sont peintes en bleu pour les garder au frais, et soi-disant pour repousser les insectes, une forteresse domine tout, le fort de Mehrangarh. Il s'élève de 400 pieds tout droit à partir d'une falaise rocheuse abrupte, planant au-dessus de la ville comme un titan. Il est si massif, si imposant, que l'auteur Rudyard Kipling a écrit qu'il devait avoir été construit par des titans et coloré par le soleil matinal. Sa construction a commencé en 1459 et la légende derrière est sombre. Pour construire le fort, le roi Rao Jodha a dû déplacer un ermite qui vivait sur la colline. L'ermite, dans sa colère, a maudit le fort, disant qu'il souffrirait toujours d'un manque d'eau. Pour l'apaiser et pour assurer la stabilité du fort, le roi a enterré un homme nommé Raja Ram Meghwal, vivant dans les fondations. Une histoire sinistre, mais qui montre à quel point les enjeux étaient élevés. À l'intérieur, le fort est un labyrinthe de palais magnifiques et délicats, comme le Moti Mahal, palais de la perle, avec ses murs polis jusqu'à un éclat nacré, et le Phul Mahal, palais de la fleur, la salle de fête privée opulente des Maharajas.
Ce qui est souvent manqué à propos des forts Rajput est ce contraste fondamental. Les extérieurs sont brutaux, des chefs-d'œuvre d'ingénierie défensive. Le fort de Kumbhalgarh, par exemple, a le deuxième plus long mur continu au monde, dépassé seulement par la Grande Muraille de Chine. Il s'étend sur plus de 22 milles, 36 km, à travers les collines. Le mur est si épais, on dit que 8 chevaux pourraient rouler côte à côte sur le dessus. Et pourquoi si massif? Il a été construit pour protéger les 360 temples situés à l'intérieur de son périmètre. Mais à l'intérieur de ces forts brutaux et prêts pour la guerre, vous trouvez des mondes privés d'une délicatesse incroyable. Art, poésie, musique et couleurs vibrantes. Ce n'était pas une contradiction, c'était l'idéal Rajput, le guerrier féroce qui était aussi un mécène raffiné des arts. Au plus profond du désert du Thar au Rajasthan, s'élevant du sable comme un mirage doré, se trouve la ville de Jaisalmer. Et en son cœur se trouve l'un des endroits les plus remarquables de l'Inde, le fort de Jaisalmer. Ce n'est pas seulement un fort historique, c'est une ville vivante. La caractéristique vraiment stupéfiante ici est que c'est l'un des derniers forts vivants au monde. Cette forteresse massive de grès, construite en l'an 1156, n'est pas un musée calme et vide. C'est un quartier vivant, respirant, chaotique. Plus de 3000 personnes vivent toujours à l'intérieur des murs antiques du fort, beaucoup d'entre elles étant des descendants des familles originales qui servaient la cour royale. Le fort est un beau labyrinthe désorientant de ruelles étroites et sinueuses, remplies de maisons d'hôtes, avelis, d'anciens temples jaïens et de boutiques. Shihab, vous pouvez réellement louer une chambre et rester à l'intérieur du fort, dormant à l'intérieur de murs qui ont presque 900 ans. Il est appelé la ville dorée parce que tout le fort est construit à partir d'un grès jaune unique. Au lever du soleil et surtout au coucher du soleil, le soleil frappe la pierre et toute la forteresse luit. Il ressemble à un château de sable doré, massif et magique, s'élevant du désert. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette histoire vivante est aussi un énorme problème critique. Les fondations antiques du fort, construites pour une population médiévale sans plomberie moderne, s'effondrent. L'ancien système de drainage primitif ne peut pas gérer l'utilisation de l'eau du tourisme moderne et des résidents. Les murs s'effondrent littéralement sous la contrainte de leur propre vie. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui est en réel danger d'être aimé à mort. Et la meilleure partie de la visite du Rajasthan, vous pouvez séjourner dans ces lieux. Beaucoup de ces palais royaux et de ces hôtels particuliers aristocratiques, appelés Havelis, ont été transformés en de superbes hôtels patrimoniaux. Des endroits comme le Rambagh Palace à Jaipur, qui était l'ancienne résidence réelle du Maharaja. Vous pouvez dormir dans des chambres où la royauté a vécu, vous promener dans des jardins où l'histoire s'est faite. C'est un musée vivant et c'est une manière brillante de préserver cette histoire incroyable et opulente. Mais le Nord ne concerne pas seulement les empereurs, les rois et les guerriers. C'est aussi une terre de foi profonde et omniprésente. À Amritsar, dans l'État du Pendjab, se trouve le Temple d'Or, ou Harmandir Sahib. C'est le sanctuaire le plus sacré de la foi sikh. Et c'est, en un mot, absolument stupéfiant. C'est un bâtiment brillant, plaqué or, qui semble flotter au milieu d'un bassin sacré massif, appelé l'Amrit Sarovar, ou bassin du nectar. La foi, le sikhisme, est unique, fondée au XVe siècle, et elle prêche l'égalité, le service et la dévotion à un seul Dieu. Dans un puissant symbole d'unité et d'ouverture, sa première pierre a été posée en 1588 par un saint musulman, Mian Mir, à la demande du gourou sikh. Le temple a 4 entrées, une de chaque côté, pour symboliser qu'il est ouvert à tous, de tous horizons, des 4 coins du monde, indépendamment de leur caste, de leur croyance ou de leur sexe. Mais l'élément qui vous fait tomber la mâchoire ici n'est pas les 750 kilos d'or pur. C'est le langar. C'est la cuisine communautaire gratuite du temple. C'est une opération énorme et ahurissante, gérée presque entièrement par des bénévoles, connus sous le nom de Sevadar. Elle sert un repas végétarien gratuit, chaud et délicieux
à quiconque franchit la porte. Nous parlons d'entre 50 000 et 100 000 personnes, chaque jour, 24 heures sur 24. L'échelle est stupéfiante. Des milliers de livres de farine, de lentilles et de légumes, tous préparés, cuisinés, servis et nettoyés dans un acte continu et aimant de service désintéressé. Rafi. C'est l'une des démonstrations les plus profondes et les plus émouvantes de générosité humaine sur la planète. Delhi aussi est une ville de toutes les confessions. Vous avez la massive Jama Masjid, la plus grande mosquée de l'Inde, commandée par Shah Jahan et capable d'accueillir 25 000 fidèles. À proximité se trouve le Nizamuddin Dargah, le tombeau vieux de 700 ans d'un saint soufi bien-aimé, un lieu de dévotion sereine, et les jeudis soirs, d'incroyables musiques qawwali en direct qui touchera votre âme. Et puis vous avez les merveilles modernes, le serein temple du Lotus Baha'i, en forme de fleurs épanouies, et le temple d'Akshardham, un complexe tentaculaire, presque incroyablement complexe, construit en 2005 qui présente des milliers d'années de culture et d'architecture hindoue à une échelle difficile à croire. Les paysages du Nord sont tout aussi spectaculaires que son histoire. Au Rajasthan, le parc national de Ranthambore offre l'une des meilleures chances au monde d'apercevoir un tigre du Bengale royal dans la nature. Ce qui rend ce parc si unique, c'est l'histoire. Il est parsemé d'anciennes ruines, toutes centrées autour du massif fort de Ranthambore, datant du Xe siècle, qui se dresse sur une haute colline au milieu du parc. C'était autrefois les terrains de chasse privés des Maharajas de Jaipur. Maintenant, ce sont un sanctuaire protégé. Ce parc est célèbre pour ses tigres célèbres. La plus légendaire était une tigresse nommée Machli. Elle était la reine de Ranthambore, la tigresse la plus photographiée au monde. C'était une patronne totale, une mère féroce qui a régné pendant plus d'une décennie. Il y a des histoires célèbres et documentées d'elle combattant et battant un crocodile mugger de 14 pieds de long. Elle a vécu jusqu'à 20 ans, un âge avancé pour un tigre sauvage, et ses descendants, marqués par la même férocité, dirigent maintenant ce parc. Un safari ici n'est pas seulement une promenade dans la nature, c'est un voyage à travers le temps, conduisant devant d'anciens temples pour apercevoir l'un des prédateurs les plus puissants et les plus beaux de la planète. Plus au nord, dans les contreforts de l'Himalaya, se trouve le parc national Jim Corbett. Établi en 1936, c'est le plus ancien parc national de l'Inde. Un foyer essentiel pour les tigres, les éléphants sauvages et plus de 600 espèces d'oiseaux. Il a été nommé d'après le légendaire chasseur devenu écologiste, Jim Corbett, qui a traqué et tué des tigres et des léopards mangeurs d'hommes dans cette région, pour ensuite devenir leur plus grand protecteur. Eh bien haut dans le désert de haute altitude du Ladakh, vous avez un paysage vaste, austère et d'une beauté époustouflante. C'est une terre de montagnes gelées et déchiquetées, de ciel d'un bleu profond et d'un silence intense et perçant. C'est le toit du monde. Avec une altitude moyenne de plus de 11 000 pieds, on l'appelle la terre des lunes brisées, parce que la nuit, la lune est si brillante dans l'air mince et clair qu'on dirait que l'on pourrait tendre la main et la toucher. La capitale, Leh, est un ancien poste de commerce sur la route de la soie. Avec le palais de Leh, usé par les intempéries, accroché à une falaise, ressemblant à une version plus petite du palais du Potala au Tibet, le véritable spectacle du Ladakh, ce sont ses lacs. Le plus célèbre est le Pangong Tso. Ce n'est pas juste un lac, c'est une merveille géographique. C'est un lac salé de haute altitude, ce qui signifie que son eau n'est pas douce. Il mesure plus de 83 000 de long, mais dans la plupart des endroits, il n'est large que d'environ 3 000, serpentant à travers les montagnes arides comme un serpent bleu géant. Et le fait est qu'il change de couleur. Tout au long de la journée, son eau saumâtre passe du turquoise au bleu indigo profond, voire à une nuance de vert. C'est une vue à couper le souffle, presque surnaturelle. Mais voici la tournure géopolitique. Ce lac serein est une frontière. Environ un tiers de celui-ci se trouve en Inde et les 2 tiers restants se trouvent au Tibet, contrôlé par la Chine. Ce bel endroit tranquille est en fait l'une des régions frontalières les plus sensibles et les plus disputées de la planète.
Le Ladakh détient également un autre mystère, un endroit qui a déconcerté les scientifiques, les touristes et, bien sûr, les documentaristes YouTube pendant des années. On l'appelle la colline magnétique. L'histoire locale est que cette colline possède une force magnétique unique, une puissance si forte qu'elle peut tirer les voitures vers le haut. Et si vous y allez, vous le verrez. Les guides touristiques demanderont à leurs chauffeurs d'arrêter leur voiture à un endroit marqué sur la route, de mettre la voiture au point mort, et la voiture commencera à rouler, défiant apparemment la gravité, en montant la pente. C'est un spectacle incroyable. Alors, que se passe-t-il? Est-ce une anomalie magnétique étrange, un portail ou autre chose? L'explication la plus probable est qu'il s'agit d'une illusion d'optique parfaite et hallucinante. La disposition du terrain, la pente des collines à l'horizon et la route elle-même sont toutes inclinées d'une manière très spécifique qui trompe votre cerveau. Votre esprit pense que la route monte, mais elle est en fait sur une très légère pente descendante. C'est un endroit où la gravité elle-même semble se plier. Un exemple parfait de la magie étrange de haute altitude du Ladakh. Vous ne pouvez pas seulement voir le Nord, bien sûr. Vous devez le goûter. La nourriture de l'Inde du Nord est riche, copieuse et pleine de saveurs complexes et profondes. Elle est caractérisée par son utilisation de produits laitiers comme le ghee, beurre clarifié, le panir, fromage frais, la crème et le yaourt. L'air lui-même est épais, avec la fumée de milliers de tandoors, des fours d'argile cylindriques qui donnent un goût fumé unique aux pains comme le naan et aux viandes, comme le mondialement célèbre poulet tandoori, qui a été inventé à Delhi dans les années 1940. C'est la terre du butter chicken, un curry crémeux, succulent, à base de tomates qui est une icône mondiale. Du Cachemire, vous obtenez le Rogan Josh, un curry d'agneau parfumé qui tire sa couleur rouge profond, non pas de l'épice, mais de piments cachemiris spéciaux et d'une fleur appelée crête de coq. Et du Pendjab, vous obtenez le dal makhani, un ragoût riche, mijoté lentement, de lentilles noires et de haricots rouges qui mijotent pendant des heures, voire toute la nuit, jusqu'à ce qu'il soit incroyablement crémeux. Mais la véritable action se passe dans la rue. Delhi est un univers de nourriture de rue. Dans les ruelles chaotiques, vieilles de 300 ans, du vieux Delhi, vous trouverez du chaat, une catégorie de collations salées comme l'aloo chaat, pommes de terre frites épicées, et le golgap, également appelé pani puri, qui sont des croustilles creuses remplies d'eau acidulée et épicée qui explosent dans votre bouche. Il y a toute une ruelle, la gali parandwali, dédiée depuis des siècles au paratha, un type de pain plat farci de tout, des pommes de terre et du chou-fleur au solide de lait sucré puis frit, et partout, vous trouverez des momos, des boulettes tibétaines cuites à la vapeur, servies avec une sauce rouge ardente, un témoignage de la connexion himalayenne de la région. Le Nord, avec toute sa puissance impériale et ses palais, n'est que le premier chapitre. Pour comprendre un côté complètement différent de l'Inde, un monde plus ancien, tropical et rythmé, nous devons voyager vers le sud. Le sud de l'Inde est un monde à part. C'est un royaume tropical, baigné de soleil, défini par les anciennes cultures dravidiennes qui ont prospéré ici pendant des milliers d'années, bien avant que les Aryens et les Moghols n'arrivent dans le nord. Ces langues, le tamoul, le telugu, le kannada, le malayalam, sont parmi les plus anciennes langues parlées de manière continue sur Terre. C'est une terre de portes de temples imposantes, incroyablement colorées, de backwaters sereins qui serpentent à travers des bosquets de cocotiers, et de collines si épaisses d'épices comme le poivre et la cardamome qu'elles parfument l'air même. Son histoire est différente, sa musique est différente, et son rythme de vie est profondément lié à la terre et à la mer. L'histoire du Sud est racontée à travers ces complexes de temples magnifiques et tentaculaires. Et nulle part cette histoire n'est plus spectaculaire qu'à Hampi. Hampi, dans l'état du Karnataka, n'est pas seulement une collection de ruines, c'est un paysage. Cela ressemble à une planète différente, une étendue surréaliste, presque extraterrestre, de milliards de rochers géants, bruns rougeâtres, empilés de manière précaire, comme si un groupe de géants avait joué aux billes et les avait simplement laissés là.
C'était la capitale grandiose de l'empire de Vijayanagara. Du XIVe au XVIe siècle, c'était l'une des villes les plus riches et les plus grandes sur Terre. Point final. Abdullah. Des récits contemporains de commerçants persans et portugais décrivent une ville plus prospère que Rome, ses marchés débordant de gemmes, de soie et d'épices. Maintenant, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec plus de 1600 monuments survivants dispersés à travers ce paysage bizarre et jonché de rochers. Vous pouvez explorer le temple Virupaksha, toujours actif, qui est un centre de culte depuis le 7e siècle, bien avant que l'Empire n'existe même. Mais le point culminant pour beaucoup, l'endroit qui vous sidère vraiment, est le temple Vitala. Le temple est célèbre pour deux choses. Premièrement, le char en pierre iconique. C'est un sanctuaire dédié à Garuda, la monture aigle du dieu Vishnu, et il est sculpté pour ressembler à un char massif et complexe. Ces roues de pierre pouvaient de même tourner. Deuxièmement, et c'est le vrai mystère, les piliers musicaux. Le hall principal du temple est bordé de grands piliers de granit. Lorsque vous les tapotez doucement avec vos doigts, ils résonnent. Chacun produit une note de musique différente et claire, comme un xylophone de pierre. Les scientifiques les ont étudiés. Ils sont en roche solide. Il n'y a pas de trous ou de trucs. À ce jour, personne n'est exactement sûr de la façon dont les artisans du XVIe siècle ont réussi à manipuler la pierre pour qu'elle résonne à des fréquences aussi spécifiques. Qu'est-il arrivé à cette ville massive et riche ? En 1565, elle fut attaquée par une confédération de sultanats voisins lors de la bataille de Talikota. La ville fut pillée, brûlée et mise à sac pendant 6 mois d'affilée avant d'être complètement abandonnée. Ce qui reste est une ville de ruines d'une beauté envoûtante, un fantôme d'un empire situé dans l'un des paysages les plus étranges et les plus beaux sur Terre. En nous dirigeant vers la côte du Tamil Nadu, nous trouvons Mahabalipuram. Cette ville portuaire était la vitrine artistique de la dynastie Pallava au 7e et 8e siècle. Ces monuments classés à l'UNESCO sont une classe de maîtres en architecture taillée dans la roche. Ici, vous trouverez les Pancharathas ou 5 chars. Ce ne sont pas des bâtiments. Chacun est un temple monolithique, ce qui signifie qu'il a été sculpté à partir d'un seul massif bloc de granit solide. Ils ont été sculptés du haut vers le bas comme des sculptures géantes. À proximité se trouve l'époustouflant Pénitence d'Arjuna. C'est un bas-relief géant en plein air, une sculpture massive sur la face de 2 énormes rochers. C'est une tapisserie de dieux, d'humains, d'êtres célestes et de centaines d'animaux, y compris des éléphants grandeur nature, tous racontant une ancienne histoire hindoue. Le détail est incroyable. Mais le point de repère le plus iconique ici est le temple du rivage, Shore Temple. Il fait face à la baie du Bengale, et c'est l'un des plus anciens temples de pierre autoportants du sud de l'Inde. C'est une œuvre d'art étonnante, et c'est un survivant. Lorsque le tsunami dévastateur de 2004 a frappé cette côte, il a ravagé toute la région, tirant la ville moderne vers la mer. Mais le temple du rivage, construit il y a 1300 ans, a résisté fermement à la vague. Voici le secret enfermé dans la tradition locale. Le temple du rivage pourrait être le dernier de son genre. La légende locale et les anciens journaux de marins parlent des 7 pagodes de Mahabalipuram. Le temple du rivage en est une. Les 6 autres, dit la légende, ont été engloutis par la mer. Pendant des siècles, cela a été écarté comme un mythe. Mais après le tsunami de 2004, alors que l'eau se retirait de centaines de mètres, des spectateurs stupéfaits ont rapporté avoir vu les contours sombres de grandes structures en ruine émerger du fond marin avant que les vagues ne reviennent. Cette progression, de la sculpture dans des grottes à la construction de temples de pierre autoportants, fut un bond massif, et ce bond fut perfectionné par la dynastie Chola. Leurs grands temples vivants Chola sont le sommet de ce style dravidien. Le temple Brihadeswarar à Tanjavur, construit au XIe siècle par le grand Raja Chola Ier, est un monstre. Sa tour principale, ou Vimana, s'élève à 216 pieds de haut, la plus haute du monde à l'époque, et elle est coiffée d'une seule pièce de granit solide qui pèse 80 tonnes.
Comment ont-ils fait pour monter un rocher de 80 tonnes au sommet d'une tour de 216 pieds au XIe siècle? Cela reste l'un des grands mystères d'ingénierie de l'histoire, avec des théories allant d'une rampe de terre massive de 6 km de long à une armée d'éléphants. Au cœur du Tamil Nadu, dans la ville antique de Madurai, se dresse l'un des complexes de temples les plus stupéfiants, colorés et vivants sur Terre. C'est le temple Meenakshi Amman. Ce n'est pas une ruine calme et vide, c'est un centre de foi vivant et respirant. Un site de pèlerinage massif qui attire de 15 000 à 25 000 visiteurs chaque jour. Le complexe est une ville dans une ville, couvrant plus de 14 acres. C'est un labyrinthe étourdissant et écrasant de halls à colonnes, de sanctuaires et d'étals de marché, tous bourdonnant de l'énergie d'une dévotion constante et inébranlable. Vous ne visitez pas seulement ce temple, vous êtes absorbé par lui. La ville de Madurai a été, en fait, construite autour de ce complexe. C'est le cœur spirituel et géographique de la métropole. Le temple est dédié à la déesse Meenakshi, la déesse aux yeux de poisson, qui n'est pas seulement une divinité locale, c'est une reine guerrière. La légende dit qu'elle est née d'un feu sacré, déjà âgée de 3 ans et avec 3 seins. Une voix divine a prophétisé que son 3e sein disparaîtrait au moment où elle rencontrerait son mari destiné. Elle fut élevée comme une guerrière redoutable, une conquérante qui a soumis des royaumes dans toutes les directions. Finalement, elle a marché vers le nord jusqu'à l'Himalaya pour affronter le grand dieu Shiva lui-même. Au moment où elle a posé les yeux sur lui sur le champ de bataille, la prophétie s'est réalisée. Ce temple est une célébration de leur mariage divin. La caractéristique qui définit la ligne d'horizon de Madurai sont les gopurams, ou tours portails. Il y en a 14, et elles ne sont pas subtiles. Elles sont une explosion de couleurs et de vie. Les 4 principales s'élèvent jusqu'à 170 pieds de haut et sont totalement recouvertes d'environ 33 000 statues aux couleurs vives, sculptées individuellement. Xiaour, dieux, déesses, démons, animaux et créatures mythiques se tordent de tous dans une encyclopédie chaotique et vibrante de la mythologie hindoue. Le temple est lavé et repeint tous les 12 ans, le gardant d'une luminosité éblouissante. À l'intérieur, vous trouverez l'Ayiram Kal Mandapam, le hall des 1000 piliers. Il y en a en fait 985. Mais comme à Hampi, ces piliers détiennent un secret. Beaucoup d'entre eux, sculptés à partir de blocs de granit uniques, résonnent avec différentes notes de musique lorsqu'ils sont frappés. Le sud n'est pas seulement de la pierre, c'est une terre d'une beauté verte, luxuriante et incroyable, dominée par les montagnes tropicales des Ghats occidentaux. Dans la ville méridionale de Mysore, dans le Karnataka, vous trouverez un monument à l'extravagance pure et royale, le palais de Mysore. Officiellement connu sous le nom de palais Amba Vilas, c'est le siège de la dynastie Wodeyar, l'ancienne famille royale de Mysore. Il ne s'agit pas d'une ancienne ruine en ruine. Le palais en bois d'origine a tragiquement brûlé en 1896. Celui que vous voyez aujourd'hui a été achevé en 1912. Et dire qu'ils n'ont pas regardé à la dépense est un euphémisme. La famille royale a engagé un architecte britannique, Henry Irwin, pour concevoir sa nouvelle demeure. Le résultat est un mélange époustouflant de styles hindou, moghol, rajput et gothique. À l'intérieur, c'est une explosion d'opulence. Vous traversez des portes en argent massif pour entrer dans des salles au plafond en bois finement sculpté et au sol en mosaïque, levant les yeux vers de massifs plafonds en vitraux belges. Des piliers dorés et finement sculptés soutiennent de grandes arches. L'attraction principale est le Durbar Hall, un kaléidoscope de couleurs avec des lustres en cristal importés de Tchécoslovaquie. Mais le véritable trésor, l'objet aux statues légendaires, est le trône d'or. Il n'est pas simplement plaqué or. Il s'agit d'un trône en or massif de 200 kilos, soit 440 livres, assemblé à partir de plusieurs pièces et entièrement incrusté de pierres précieuses. Il est considéré comme si sacré qu'il n'est sorti et assemblé pour le public que pendant le festival de Dasara, qui dure 10 jours. Le spectacle le plus impressionnant du palais, cependant, a lieu tous les dimanches de soir, de 7 à 8 p.m., post-méridiem,
Tout le palais est illuminé par près de 100 000 ampoules. Il ne s'agit pas d'un spectacle de projecteurs à LED moderne. Ce sont des ampoules à incandescence à l'ancienne, traçant chaque arche, chaque dôme, chaque ligne du palais dans une lumière brillante et chaude. Au moment où l'interrupteur est actionné, la foule pousse un soupir collectif. On dirait un mirage doré, un palais de contes de fées qui prend vie. La merveille naturelle la plus célèbre du Sud est les backwaters du Kerala. C'est un monde unique et fascinant. C'est un réseau de 900 km, soit plus de 560 miles, de lacs, de rivières et de canaux interconnectés qui s'étendent parallèlement à la mer d'Oman. La vie ici se déroule à un rythme différent. Elle se déroule sur l'eau. La meilleure façon de la voir est à bord d'un ketuvalam ou péniche. C'était à l'origine des barges à riz traditionnelles, construites en attachant des planches de bois ensemble avec de la corde de coir, d'où le nom bateau de nœud. Maintenant, elles ont été converties en de beaux hôtels flottants à déplacement lent. Vous pouvez en louer un et vous laisser dériver à travers ce labyrinthe de rizières, de cocoteraies et de minuscules villages au bord de l'eau. Dans la région de Kutanad, connue sous le nom de bol de riz du Kerala, vous verrez quelque chose de déroutant. L'agriculture y est pratiquée sous le niveau de la mer. Comme en Hollande, ils ont récupéré des terres de l'eau à l'aide de digues et de canaux, un témoignage de l'ingéniosité séculaire de la population locale. Montez des eaux dans les collines des Ghats occidentaux et vous trouverez Munnar. C'est une mer de plantations de thé vert émeraude. Les collines sont couvertes de milliers d'acres de buissons de thé soigneusement taillés, créant un paysage sculpté d'un autre monde. La région a été transformée à la fin du 19e siècle par des planteurs britanniques qui ont réalisé que le climat, frais, brumeux et en haute altitude, était parfait pour le thé. L'air y sent frais, propre et légèrement les feuilles de thé. Vous pouvez séjourner dans d'anciens bungalows de l'époque coloniale et visiter des usines de thé pour voir comment les feuilles sont cueillies, fanées et traitées. Les montagnes des Ghats occidentaux elles-mêmes sont un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, un point chaud de la biodiversité mondiale encore plus ancien que l'Himalaya. Elles abritent un éventail impressionnant de plantes et d'animaux. L'un des résidents les plus célèbres est le Nilgiri Tar. C'est une chèvre de montagne en danger, avec un équilibre incroyable, et elle vit dans les prairies de haute altitude. La plus grande population se trouve dans le parc national d'Eravikulam, près de Mannar, où vous pouvez souvent les voir s'accrocher à des falaises presque verticales. À proximité, dans le parc national de Periyar, vous trouverez un sanctuaire centré autour d'un grand lac artificiel. La chose unique ici est que vous pouvez faire un safari en bateau. Depuis la sécurité du bateau, vous pouvez observer des troupeaux d'éléphants sauvages, de bisons et de cerfs venir au bord de l'eau pour boire et jouer. La cuisine de l'Inde du Sud est un univers complètement différent de celui du Nord. Elle est généralement plus légère, souvent plus épicée et construite autour de l'aliment de base, le riz. La géographie de la région, un long littoral, un climat tropical, se reflète dans ses ingrédients. La sainte trinité de la saveur de l'Inde du Sud est la graine de moutarde, la feuille de curry et la noix de coco. La noix de coco est utilisée dans tout. Huile de noix de coco pour la cuisson, lait de coco pour rendre les currys crémeux et noix de coco râpée comme garniture. C'est aussi le cœur historique du commerce des épices. Le poivre noir est originaire de cette région et il est largement utilisé avec la cardamome, le clou de girofle et le tamarin acidulé. Le plat le plus célèbre de l'Inde du Sud est le dosa. C'est une crêpe mince, croustillante et salée, faite à partir d'une pâte fermentée de riz et de lentilles. Un masala dosa, rempli d'un mélange de pommes de terre épicées, est un favori mondial. Mais ce n'est pas seulement une crêpe, c'est une forme d'art. Certains dosas mesurent 3 pieds de long. Ensuite, il y a les idlis, des gâteaux doux, moelleux cuits à la vapeur, faits à partir d'une pâte similaire, l'un des déjeuners les plus sains que vous puissiez trouver. Les deux sont servis avec du sambar, un ragoût de lentilles et de légumes acidulés, et une variété de chutney, comme la noix de coco et la tomate. La cuisine de rue à Chennai, sur la plage de Marina, est tout au sujet des bouchées côtières,
comme le sandal, une collation simple et saine de pois chiches bouillis, mélangés avec des oignons, des épices et de la noix de coco fraîche. Le sud, un monde de pierres anciennes et d'eau qui donne la vie, est un visage de l'Inde. Mais pour trouver une terre de nature brute et indomptée, et les origines même de l'une des grandes traditions spirituelles du monde, nous devons nous tourner vers l'Est. L'Inde orientale est une région de spiritualité profonde, d'histoire ancienne et de nature brute et indomptée. C'est une terre de deltas fluviaux massifs et fertiles, où l'une des grandes religions du monde est née. C'est là que de magnifiques, mystérieux temples s'élèvent des plaines côtières, et où la plus grande forêt de mangroves du monde cache les prédateurs les plus insaisissables et dangereux. C'est une terre façonnée par de puissantes rivières, le Gange, le Brahmapoutre, et elle offre un voyage dans certains des paysages les plus vitaux, sauvages et moins connus de l'Inde. Notre premier arrêt est dans l'état d'Odisha, à un endroit qui, très franchement, brisera vos idées sur l'ingénierie ancienne. C'est le temple du soleil de Konark. Construit au XIIIe siècle par le roi Narasimhadeva Ier, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce n'est pas seulement un temple, c'est une machine. L'ensemble du complexe a été conçu comme un colossal char en pierre pour le dieu soleil, Surya. Il a 7 chevaux de pierre massifs qui le tirent, représentant les 7 jours de la semaine. Et la partie qui défie l'entendement est la suivante. Le temple est construit sur 12 paires de roues finement sculptées, une pour chaque mois de l'année. Ces roues mesurent 10 pieds de haut, et ce sont des cadrans solaires fonctionnels. Les rayons des roues sont conçus pour projeter des ombres à partir desquelles vous pouvez calculer l'heure exacte du jour, à la minute près. C'est un calendrier tridimensionnel et une horloge monumentale sculptée dans la pierre, il y a 800 ans. L'ingénierie est tout simplement ahurissante. Le temple est couvert de milliers de sculptures complexes. Elles représentent des divinités, des êtres célestes et des scènes de la vie quotidienne. Ce dont la plupart des guides ne feront que murmurer, cependant, c'est que le temple est également célèbre pour ses autres sculptures. Il est couvert de sculptures représentant des thèmes adultes et érotiques, avec une franchise qui choque de nombreux visiteurs modernes. C'est une célébration de tous les aspects de la vie, sculptée dans la pierre pour l'éternité. Mais le temple central s'est effondré il y a longtemps. Était-ce une fondation de mauvaise qualité, un tremblement de terre, ou, comme le prétend la légende locale, la statue principale a-t-elle été construite au-dessus d'une massive pierre d'aimant, un aimant si puissant qu'il attirait les navires à leur perte sur la côte, forçant les marins du XVIIe siècle à l'attaquer et à le démonter. Le mystère demeure. De cette merveille d'ingénierie, nous passons à une merveille de l'esprit. Dans l'état du Bihar, nous trouvons Bodh Gaya. C'est l'un des lieux les plus sacrés sur Terre pour des centaines de millions de bouddhistes. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit, c'est le lieu même où, sous un arbre bodhi, un prince nommé Siddhartha Gautama s'est assis à méditer et a atteint l'illumination, devenant le Bouddha. Le magnifique temple Mahabodhi, un site de l'UNESCO, marque cet endroit exact. L'arbre ancien, aux feuilles en forme de cœur, que vous y voyez aujourd'hui, est un descendant direct de cet arbre original. C'est un lieu unique, calme, d'une paix intense qui a changé la carte spirituelle du monde entier. La ville elle-même est fascinante, abritant des dizaines de temples et de monastères construits par différentes nations bouddhistes. Le Japon, la Thaïlande, le Tibet, le Myanmar, chacun dans le style architectural unique de son pays d'origine. Non loin de là se trouvent les ruines tentaculaires de l'université de Nalanda. Ce n'était pas seulement un monastère. C'était l'une des premières grandes universités du monde. Elle a prospéré à partir du 5e siècle, un centre international massif d'apprentissage qui attirait 10 000 étudiants et 2 000 professeurs de toute l'Asie, de la Chine, de la Corée et du Tibet. Ils étudiaient la médecine, l'astronomie, la logique et la philosophie. Elle fut un phare du savoir pendant 800 ans, jusqu'à ce qu'elle soit saccagée et détruite par des envahisseurs au XIIe siècle. La légende dit que sa bibliothèque était si vaste qu'elle a brûlé pendant 3 mois. Les paysages naturels de l'Est sont aussi spectaculaires que son histoire, et aucun n'est plus spectaculaire ou plus dangereux que les Sundarbans. Située au Bengale occidental, c'est la plus grande forêt de mangroves du monde. C'est un écosystème unique, fragile et, pour être honnête,
terrifiant. C'est un labyrinthe de voies navigables marémotrices, de vasières et de forêts denses, tolérantes au sel formé par le delta de 3 massives rivières, le Gange, le Brahmapoutre et la Meghna. C'est la seule forêt de mangroves au monde qui abrite le tigre royal du Bengale. Et ces tigres sont différents. Ils se sont adaptés à une vie presque amphibie. Ce sont de puissants nageurs, traversant facilement de larges rivières infestées de crocodiles. Leur régime alimentaire est différent aussi. Ils chassent le cerf habituel, mais ils chassent aussi le poisson, les crabes et même les varans. C'est un lieu de survie brute. Les Sundarbans sont notoires pour le conflit entre les tigres et les humains. Ces tigres sont, pour le dire franchement, des mangeurs d'hommes. Ils sont responsables de nombreux décès humains dans les petits villages qui bordent le parc. Un rappel sinistre et constant que c'est leur territoire. Une excursion en bateau à travers ces voies navigables sombres, calmes et claustrophobes est l'une des expériences les plus palpitantes et troublantes que vous puissiez faire. Vous scrutez les rives boueuses à la recherche d'un éclair d'orange et de noir, sachant que le tigre vous observe presque certainement. Les Sundarbans sont également un habitat critique pour les massifs crocodiles d'eau salée, les rares dauphins de l'Irrawaddy et le mortel cobra royal. Plus au nord, dans l'état d'Assam, nous trouvons une histoire beaucoup plus heureuse. C'est le parc national de Kaziranga, une massive histoire de succès en matière de conservation. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO abrite les 2/3 de la population mondiale entière du magnifique rhinocéros à une corne. Ces animaux ne sont pas seulement des rhinocéros, ce sont des chars blindés. Leur peau épaisse et plissée ressemble à une armure. Au début du XXe siècle, ils ont été chassés jusqu'au bord de l'extinction. Il n'en restait que quelques douzaines. Aujourd'hui, grâce à des efforts de conservation incroyables et énergiques, leur population à Kaziranga est supérieure à 2000. Les vastes prairies du parc, dans la plaine inondable de la rivière Brahmapoutre, sont également un bastion majeur pour les tigres, les éléphants et les buffles d'eau sauvage. Et tout en haut dans les montagnes isolées et brumeuses du nord-est, dans l'Arunachal Pradesh, nous trouvons un lieu d'échelle colossale. Perché à une hauteur stupéfiante de 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, près de la frontière avec le Bhoutan, se trouve le monastère de Tawang. Ce n'est pas seulement un monastère, c'est une citadelle. C'est un vaste complexe fortifié fondé dans les années 1680. C'est le 2e plus grand monastère du monde, dépassé seulement par le palais du Potala à Lhasa, au Tibet. Cela en fait le plus grand et le plus important monastère de toute l'Inde. Il ressemble à une forteresse parce qu'il en est une, protégée par un mur de pierre de 30 pieds de haut. À l'intérieur se trouve une petite ville autosuffisante pour plus de 400 moines. À l'intérieur de la salle principale, le Dukang, se trouve une statue colossale et dorée du Bouddha de 28 pieds de haut. Sa fondation est une question de légende. Son fondateur cherchait un endroit, et lorsqu'il a prié pour être guidé, son cheval a disparu. Il l'a retrouvé debout paisiblement sur cette même montagne. Il l'a pris comme un signe divin. Le nom Tawang signifie « choisi par le cheval ». Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que ce beau monastère serein est l'un des endroits les plus politiquement sensibles et stratégiques de toute l'Inde. Il se trouve sur la frontière amèrement contestée entre l'Inde et la Chine. La Chine revendique Tawang et tout l'Arunachal Pradesh comme faisant partie du Tibet du Sud. Ce monastère a été un point chaud majeur lors de la guerre sino-indienne de 1962 et en 1959, lorsque l'actuel Dalai Lama a fui le Tibet, il est entré en Inde juste par cette même région, passant du temps au monastère de Tawang lors de son voyage vers l'exil. C'est un symbole puissant de l'indépendance du bouddhisme tibétain, une forteresse de la foi dans une terre contestée. Encore plus profondément dans le nord-est, dans l'état de Meghalaya, où la demeure des nuages, se trouve l'un des exemples les plus incroyables de l'ingéniosité humaine. Cette région abrite les villes de Cherrapunji et de Mausinram, les endroits les plus humides de la planète Terre. Elles reçoivent de plus de 460 pouces, soit plus de 38 pieds, de pluie par an. Toute cette eau crée un problème. Les rivières sont des torrents violents et déchaînés. Un pont en bois pourrirait, un pont en acier rouillerait.
La solution pour les Cassis locaux était brillante. Ils ne construisent pas de ponts, ils les cultivent. C'est la merveille des ponts racines vivantes. Utilisant les racines aériennes longues et solides du Ficus elastica, un type d'EVA, les villageois les ont patiemment guidés et tissés à travers les rivières pendant des siècles. Ce n'est pas une solution rapide. Il faut de 15 à 30 ans pour qu'un nouveau pont devienne suffisamment solide pour que l'on puisse marcher dessus. Mais contrairement à un pont artificiel, ces ponts vivants ne se décomposent pas. Ils deviennent plus forts chaque année. Le plus célèbre est le pont double étage de Nongria. 2 ponts vivants empilés l'un sur l'autre. C'est un chef-d'œuvre multigénérationnel de bio-ingénierie. La nourriture de l'Est est entièrement centrée sur ses puissantes rivières et son long littoral. Le poisson et le riz sont les aliments de base, la saveur définissante de la cuisine bengali, du Bengale occidental, et l'arôme piquant et prononcé de l'huile de moutarde. Le repas bengali classique est le macher jol, un curry de poisson léger et savoureux. Un plat plus célèbre est le shorsh ilish, mettant en vedette le poisson ilish prisé, délicatement cuit à la vapeur dans une pâte de graines de moutarde piquante. Mais l'Est, et le Bengale en particulier, est surtout célèbre pour ses douceurs, ou mishti. Cette région a un faible légendaire pour le sucre. Le plus emblématique est le rasgulla, des boules molles et spongieuses de fromage frais, cuites dans un léger sirop de sucre. La nourriture de rue à Kolkata est légendaire. Du puchka, leur version du pani puri, au katirol, un délicieux rouleau de brochettes d'oignons et de sauce, le tout fourré à l'intérieur d'un paratha feuilleté et frit. L'Est, terre d'esprit et de nature sauvage, est encore une autre pièce du puzzle. Mais là où le monde antique se heurte de front à l'avenir, où l'art est sculpté dans les montagnes et où des rêves d'1 milliard de dollars se réalisent, c'est là que nous trouvons l'Ouest. L'Inde occidentale est une région de contrastes choquants et spectaculaires. C'est là que l'on trouve d'anciens chefs-d'œuvre semblables à des dieux sculptés dans la roche solide, à seulement quelques heures de route du chaos bourdonnant, moderne et gratte-ciel des villes les plus énergiques de l'Inde. C'est là que les paysages arides et sableux du grand désert cèdent la place aux plages ensoleillées et festives de la côte. C'est une terre de culture vibrante et distincte, de l'esprit entrepreneurial et végétarien du Gujarat à l'énergie cosmopolite de Mumbai et au charme décontracté, influencé par le portugais, du Sussegat de Goa. Dans l'état du Maharashtra, caché dans les collines, se trouvent 2 des réalisations artistiques les plus importantes de l'histoire humaine, les grottes d'Ajanta et d'Ellora. Ce sont 2 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO distincts et ils représentent le sommet absolu de l'architecture rupestre indienne. Premièrement, Ajanta. Ce sont une série de 30 grottes bouddhistes sculptées dans une vaste falaise en forme de fer à cheval. Elles datent du IIe siècle avant notre ère. Les grottes étaient en paix des monastères, viharas et des salles de prière, chettias. Mais l'élément qui vous arrête net ici, ce sont les peintures. L'intérieur de ces grottes est couvert de magnifiques peintures murales vieilles de 2000 ans. Elles racontent des histoires de la vie du Bouddha avec une richesse, une émotion et un détail à couper le souffle. Et le fait est que leurs couleurs, les rouges, les verts, les bleus, sont toujours vibrantes, comme si elles avaient été peintes hier. Mais pensez-y, comment peignaient-ils dans l'obscurité totale de ces grottes profondes ? La théorie officielle est qu'ils utilisaient des lampes à huile et des réflecteurs en métal poli, mais l'art, dans de telles conditions, est presque surhumain. Les grottes ont été perdues pour le monde pendant plus de 1500 ans, englouties par la jungle, jusqu'à ce qu'un officier britannique nommé John Smith les découvre par hasard alors qu'il chassait un tigre en 1819. Si Ajanta est une question de peinture, Ellora est une question de sculpture. C'est un site différent, construit des siècles plus tard, entre 600 et 1000 de notre ère. Et c'est un témoignage remarquable de l'harmonie religieuse. Il y a plus de 100 grottes ici, avec des temples hindous, bouddhistes et jaïns sculptés juste à côté les uns des autres. C'est un symbole physique d'une époque où ces différentes foi coexistaient. Mais la pièce maîtresse d'Ellora, et peut-être de toute l'Inde, est la grotte 16. C'est le temple de Kailasa. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un temple construit dans une grotte. C'est un complexe templier entier, massif, à plusieurs étages,
incroyablement complexe, sculptés dans une seule pièce de montagne solide. La partie qui est impossible à comprendre est la façon dont il a été fabriqué. Ils n'ont pas construit vers le haut, ils ont sculpté vers le bas. On estime que 200 000 tonnes de roches de basalte volcanique ont été retirées en partant du haut de la falaise et en creusant jusqu'à la base. Imaginez commencer au toit d'un gratte-ciel et sculpter votre chemin jusqu'au hall, créant chaque étage, chaque pilier, chaque fenêtre, chaque escalier et chaque statue d'éléphant grandeur nature au fur et à mesure. Le tout à partir d'un seul morceau de pierre. Le temple de Kailasa est 2 fois la taille du Parthénon à Athènes. L'échelle, l'ingénierie et l'art sont si absurdes que nombreuses personnes, à ce jour, affirment que c'est impossible pour la technologie de l'époque. C'est tout simplement l'une des structures les plus étonnantes sur Terre. De cette merveille antique, nous sautons au chaos glorieux et moderne de Mumbai. C'est la capitale financière, le moteur de l'économie, le berceau de l'industrie cinématographique Bollywood et une ville de 20 millions de personnes qui ne dort jamais. Les monuments de l'époque coloniale sont des symboles de l'histoire de la ville en tant que port mondial majeur. La porte de l'Inde est la plus célèbre. C'est une arche majestueuse de 85 pieds de haut construite pour commémorer la visite du roi George V en 1911. Mais dans une puissante torsion de l'histoire, ce symbole de bienvenue impériale est également devenu le symbole de sa fin. En 1948, les dernières troupes britanniques à quitter l'Inde ont marché à travers cette même arche. À proximité se trouve la gare Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, ou CSMT. C'est une gare. Mais elle ressemble à un palais gothique. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un exemple spectaculaire, tentaculaire et complexe de l'architecture victorienne, mais il est mélangé à des motifs indiens traditionnels. C'est une cathédrale dédiée au train. Mais la vraie Mumbai se trouve dans ces systèmes uniques, comme les Dabawalas, un service de livraison de boîtes à lunch vieux de 130 ans. Chaque jour, 5000 hommes, dont la plupart sont analphabètes, transportent 200 000 déjeuners chauds cuisinés à la maison, des banlieues au bureau de la ville, en utilisant un système complexe de trains et de vélos. Leur taux de précision est légendaire, moins d'une erreur sur 6 millions de livraisons. C'est un miracle logistique. Mais l'Ouest n'est pas seulement antique ou colonial, il abrite également une merveille de l'Inde moderne. Dans l'État du Gujarat, vous trouverez la Statue de l'Unité. À 182 mètres, ou 597 pieds de haut, c'est la statue la plus haute du monde. C'est un hommage colossal à Sardar Vallabhbhai Patel, le premier vice-premier ministre de l'Inde, le homme de fer de l'Inde, qui fut responsable de la tâche monumentale d'unifier les centaines d'États princiers semi-indépendants du pays après l'indépendance. L'échelle pure est ce qui est stupéfiant. Elle fait presque 2 fois la hauteur de la Statue de la Liberté. Vous pouvez prendre un ascenseur à grande vitesse jusqu'à une galerie d'observation dans la poitrine de la statue, à près de 500 pieds de hauteur, et contempler le paysage environnant. La hauteur spécifique de la statue, 182 mètres, a été choisie pour correspondre aux 182 sièges de la législature de l'État du Gujarat. C'est une déclaration monumentale d'ingénierie moderne et de fierté nationale. Les paysages naturels de l'Ouest sont tout aussi diversifiés. Au Gujarat, le parc national de Gir est une zone de conservation cruciale et unique. Pourquoi? Parce que c'est le dernier habitat naturel restant du lion d'Asie sur Terre. Ces lions sont légèrement plus petits que leurs cousins africains et ont un pli de peau caractéristique sur le ventre. Ils erraient autrefois de la Grèce jusqu'à l'Inde orientale. Au début des années 1900, ils ont été chassés jusqu'à la quasi-extinction. Il n'en restait qu'une vingtaine, tous dans cette seule forêt. Aujourd'hui, grâce à un succès massif de conservation, il y a plus de 600 lions à Gir. Et puis, vous allez au sud et le désert disparaît, remplacé par l'océan. C'est Goa, célèbre dans le monde entier pour ses plages ensoleillées, sa vie nocturne vibrante et une culture unique qui a été façonnée par plus de 400 ans de domination portugaise. C'est l'Inde, mais ça a l'air différent. Vous verrez des cathédrales catholiques blanchies à la chaux et des villas colorées de style portugais juste à côté de temples hindous et de plages bordées de palmiers. Goa est un centre mondial pour les routards
et cela a créé une culture d'auberge de jeunesse vibrante. Vous pouvez louer un scooter et explorer des plages festives du nord, comme Baga et Anjuna, aux plages calmes et immaculées du sud, comme Palolem. La nourriture de l'Ouest est une histoire de deux extrêmes. La cuisine gujarati est presque entièrement végétarienne. Elle est célébrée pour son équilibre unique et délicieux de saveurs sucrées, salées et épicées, le tout en une seule bouchée. Le repas classique est le thali gujarati, un grand plat avec une douzaine de petits bols, chacun contenant un plat différent. Les célèbres collations comprennent le dokla, un gâteau savoureux et moelleux cuit à la vapeur, fait à partir de farine de pois chiches. La cuisine goana, avec son influence portugaise, est célèbre pour les fruits de mer et le porc. Le plat goanais le plus célèbre est le pork vindaloo, un curry épicé et piquant, fait avec du vinaigre et de l'ail. Mais le roi de toute la nourriture occidentale se trouve dans les rues de Mumbai. La nourriture de rue, ici, est la vie de la ville. Le champion incontesté est le vada pav. C'est si simple. Un beignet de pommes de terre épicées, frit dans une pâte de farine de pois chiches, fourré dans un petit pain moelleux et doux, et servi avec des chutneys verts épicés et de tamarin. Cela semble basique. Ce ne l'est pas. C'est la bouchée parfaite. On l'appelle le burger du pauvre, et il alimente des millions de Mumbaikars tous les jours. Ensuite, il y a le pav bhaji, une purée savoureuse et épicée de légumes mélangés, cuite avec une montagne de beurre et d'épices, et servie avec des petits pains doux et fortement beurrés. Des grottes anciennes, sculptées à la main aux statues modernes qui touchent les nuages, des derniers lions d'Asie à un simple pain qui alimente une mégapole. L'Inde est une terre de merveilles qui vous mettra au défi, vous inspirera et franchement vous changera. C'est un endroit que vous ne pouvez jamais vraiment finir. Vous avez vu les icônes, vous avez vu les tombes, les forts et les palais qui définissent l'Inde sur la scène mondiale. Mais le fait est qu'avec une terre aussi vaste et aussi ancienne, les merveilles ne s'arrêtent jamais. Ce que nous avons vu n'est que la première couche. Maintenant, nous allons plus profondément. Nous allons dans des endroits qui défient l'explication, des temples qui choquent les sens aux villes plus anciennes que le temps lui-même. Nous explorerons des ponts qui ne sont pas construits, mais cultivés, et un désert fait de sel blanc pur. C'est l'Inde qui est cachée juste sous la surface, et ses secrets sont encore plus étonnants. Notre premier arrêt de ce nouveau voyage nous emmène au cœur de l'Inde, dans l'État du Madhya Pradesh. Ici, une collection de temples, perdus dans la jungle pendant des siècles, détient un secret qui a déconcerté et, soyons clairs, choqué les visiteurs pendant des centaines d'années. C'est Khajuraho. À première vue, ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO ressemble à un groupe époustouflant mais typique de temples hindous et jains. Ils ont été construits par la dynastie Chandela il y a environ 1000 ans, avec des tours montantes en forme d'épis de maïs couvertes de sculptures sans fin et complexes. Ils sont magnifiques, mais ensuite, vous vous approchez. Vous voyez, plus de 90% des sculptures montrent des dieux, des déesses, des bêtes mythiques et des scènes de la vie quotidienne, des musiciens, des potiers, des guerriers, mais ce sont les 10% restants qui rendent cet endroit tristement célèbre. L'élément ahurissant ici est le suivant. Ces temples sont couverts de certains des arts érotiques les plus détaillés, artistiques et franchement explicites de la planète. Ce n'est pas un graffiti grossier, c'est de l'art élevé, sculpté dans les murs mêmes d'un espace sacré. Les sculptures montrent des hommes, des femmes et des groupes dans toutes les formes imaginables d'intimité romantique et physique, célébrées avec un détail dynamique et aimant, et la partie de l'histoire qui est perdue dans le temps. Et pourquoi? Personne ne sait avec certitude. Pourquoi une société profondément religieuse couvrirait-elle ces temples les plus sacrés de ces images? Était-ce une célébration artistique de tous les aspects de la vie humaine? Était-ce un guide, montrant que le monde physique était un chemin vers le spirituel et non séparé de celui-ci? Ou était-ce lié à des rituels tantriques complexes qui croyaient que cette énergie physique était une forme de culte? La vérité est que nous ne savons pas.
La dynastie Chandela qui les a construits a perdu le pouvoir et ces temples ont été complètement engloutis par la jungle. Ils ont été perdus pour le monde pendant plus de 700 ans jusqu'à ce qu'un officier militaire britannique stupéfait, T.S. Burt, les redécouvre dans les années 1830. Il fut, de son propre aveu, horrifié. Mais aujourd'hui, il se dresse comme un mystère magnifique et déconcertant en pierre, une célébration de la vie vieille de 1000 ans qui défie encore nos idées sur l'art et la foi. Des temples qui célèbrent le corps, nous allons à une ville qui célèbre la libération finale de l'âme. Il y a des villes anciennes, et puis il y a Varanasi. Mark Twain, après sa visite, a écrit que Varanasi est plus vieille que l'histoire, plus vieille que la tradition, plus vieille même que la légende, et semble 2 fois plus vieille que tout cela réuni. Maintenant, nous allons à un endroit qui a été caché par la terre elle-même. Dans le Gujarat, nous trouvons Rani Ki Vav, ou le puits à degrés de la reine. Ce n'est pas un temple, c'est un temple inversé. C'est une massive structure souterraine construite au XIe siècle par une reine à la mémoire de son roi. C'est une pyramide inversée de 7 étages de profondeur, bordée de milliers des sculptures les plus complexes que vous verrez jamais. Mais voici le secret. Peu de temps après sa construction, une rivière voisine a débordé et a rempli tout le puits à degrés de sédiments et de sable. Il a été complètement enterré, disparaissant de l'histoire pendant presque 900 ans. Il n'a été excavé que dans les années 1980, et parce qu'il était emballé dans du limon, ses sculptures étaient en parfait état immaculé. C'est le puits à degrés le plus beau, le plus orné et le plus parfaitement préservé de toute l'Inde. D'un trou dans la terre, nous allons à un trou venu de l'espace. Dans le Maharashtra, nous trouvons le lac du cratère de Lonar. C'est un lac massif, presque parfaitement circulaire, de plus d'1 kilomètre de large. Mais ce n'est pas un volcan. Cela a été créé il y a 50 000 ans par un impact de météores massif. Et voici la partie bizarre. Le cratère a été percé dans de la roche de basalte solide, volcanique, l'un des rares endroits sur Terre où cela s'est produit. En conséquence, le lac n'a ni afflux ni débit. L'eau est à la fois saline, salée et hautement alcaline, comme du savon, en même temps, créant un écosystème unique et bizarre. C'est un morceau d'espace, ici même en Inde, entouré de temples anciens et décrépits. Notre prochain arrêt est un endroit qui défie la gravité. Dans l'Andhra Pradesh, nous trouvons le temple de Lepakshi. C'est un beau complexe templier du XVIe siècle, mais il est célèbre pour une seule chose, le pilier suspendu. Dans l'un de ses principaux halls, il y a un massif pilier de granit sculpté, et il ne touche pas le sol. Il y a un espace clair en dessous, suffisamment grand pour faire passer un journal ou un chiffon d'un côté à l'autre. Comment soutient-il le toit? Où soutient-il le toit? Un ingénieur britannique dans les années 1900 aurait tenté de le réparer et, ce faisant, aurait désaligné tout le plafond. C'est un mystère d'ingénierie qui déconcerte tous ceux qui le voient. D'un pilier qui ne touche pas le sol, nous allons à un village qui n'a pas de porte. Dans le Maharashtra, il y a un village appelé Shani Shingnapur. Ce village est célèbre pour son temple dédié au dieu Shani, le dieu de Saturne. Mais le vrai spectacle est le village lui-même. Aucune des maisons n'a de porte. Aucun des magasins n'a de serrure. Le bureau de poste n'a pas de porte. La banque n'a pas de serrure. Les villageois croient que le dieu Shani lui-même les protège du vol. Ils croient que quiconque vole dans ce village sera immédiatement puni par le dieu, faisant face à la malchance ou à la maladie. Et le résultat, le village a, pendant des siècles, affirmé un taux de criminalité proche de 0. C'est une communauté entièrement construite sur la foi. Mais toutes les merveilles de l'Inde ne se trouvent presque pas sur le continent. Pour trouver la prochaine, vous devez aller en mer. Loin dans le golfe du Bengale, plus près de la Thaïlande que de l'Inde, se trouve un archipel de plus de 500 îles émeraudes. Ce sont les îles Andaman et Nicobar. C'est le paradis tropical de l'Inde. L'île la plus célèbre, l'île Havelock, maintenant officiellement Swaraj Dweep, est faite de rêves. Nous parlons de plages de sable blanc immaculé, de jungles épaisses et d'une eau si claire et turquoise qu'elle n'a pas l'air réelle. C'est le lieu de la plage Radhanagar.
Ce n'est pas seulement une jolie plage, elle est constamment classée comme l'une des meilleures plages de toute l'Asie. C'est là que vous venez pour la plongée sous-marine et la plongée avec tuba de classe mondiale, pour voir des récifs coralliens intacts et nager avec des tortues de mer. C'est, dans tous les sens du terme, le paradis. Mais ce paradis a une histoire très sombre et très récente. La caractéristique, qui est cachée juste sous la beauté, se trouve dans la ville capitale, Port Blair. C'est la prison cellulaire. Pendant la domination britannique, c'était l'une des colonies pénales les plus redoutées de l'Empire. Son surnom était Kalapani ou Eau Noire, signifiant un endroit où vous étiez envoyé, à travers l'eau sombre, d'où vous ne reviendriez jamais. C'est là que les Britanniques envoyaient les prisonniers politiques de l'Inde, les combattants de la liberté, les révolutionnaires. C'était une machine conçue pour briser les gens. C'était une massive structure à 7 ailes, et les cellules étaient minuscules, de 13 pieds et demi sur 7 pieds et demi. Elles ont été conçues pour l'isolement total. Les prisonniers ne pouvaient ni se voir ni se parler. C'était un lieu de souffrance immense et un puissant, sinistre monument à la lutte pour l'indépendance. Mais les îles détiennent un autre secret, un mystère anthropologique moderne. Beaucoup des îles sont interdites d'accès. Une, en particulier, l'île North Sentinel. Cette petite île couverte de jungle abrite les sentinelés. Ils sont l'une des dernières tribus non contactées de la planète. Ils vivent dans un isolement complet du monde moderne depuis environ 60 000 ans. Ils sont connus pour défendre leur île contre tous les étrangers, avec des arcs et des flèches. Le gouvernement indien, pour protéger à la fois la tribu des maladies modernes, comme le rhume qui pourrait les exterminer, et pour protéger les étrangers, a rendu illégal d'aller à moins de 3 miles de l'île. En 2018, un missionnaire américain est illégalement allé sur l'île et a été tué. C'est un monde perdu de la vie réelle, un endroit où le temps, littéralement, s'est arrêté net. De la mer d'un bleu profond, nous voyageons vers l'exact opposé, un désert fait de sel pur et blanc. Dans l'extrême ouest de l'Inde, dans l'état du Gujarat, à la frontière avec le Pakistan, se trouve un paysage irréel, presque étranger. C'est le Grand Rann de Kutch. C'est l'un des plus grands déserts de sel du monde. Mais voici la partie vraiment bizarre. Ce n'est pas toujours un désert. Cette vaste, plate étendue fissurée, de plus de 7500 km², soit près de 3000 miles carrés, est une étendue de sel stérile pendant la plupart de l'année. Mais pendant la saison de la mousson, elle est complètement inondée d'eau de mer, se transformant en un vaste peu profond marais salé. La magie se produit lorsque l'eau se retire d'octobre à mars. Elle laisse derrière elle un tapis scintillant, sans fin, parfaitement blanc, de cristaux de sel. C'est à ce moment qu'a lieu le Rann Utsav, ou Festival du désert. Une massive, temporaire ville de tentes est construite juste au bord du désert blanc. Vous pouvez séjourner dans des tentes de luxe, regarder de la musique et de la danse folklorique gujarati traditionnelle et monter à dos de chameau sur le sel. Mais la seule chose que vous devez faire est d'y aller un jour de pleine lune. Lorsque la lune se lève, elle se reflète sur tout le paysage blanc. Il est impossible de dire où le sol se termine et où le ciel commence. C'est une expérience désorientante, belle et inoubliable. Vous avez l'impression de marcher sur la lune, et ce n'est pas un désert mort. Lorsqu'il est inondé, ce marais devient le seul endroit en Inde où les flamants roses viennent se reproduire. Ils construisent une ville de flamants, une massive colonie de centaines de milliers de ces oiseaux roses, transformant le sel blanc en une mer de vie. L'Inde est un univers de merveilles. Des peintures de l'âge de pierre aux statues de l'ère spatiale, des îles perdues dans le temps, au désert qui inonde. Avec sa modernisation rapide, ces anciennes merveilles survivront-elles un autre siècle? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous. Et pour plus de voyages dans l'incroyable, assurez-vous de liker et de vous abonner. Ce n'est pas une exagération. C'est l'une des plus vieilles villes habitées sans interruption au monde. Pendant plus de 3000 ans, cela a été le cœur spirituel du monde hindou. Être ici est, pour le moins, accablant. C'est un labyrinthe chaotique, assourdissant et magique de plus de 3000 vieilles allées sinueuses, appelées galis. Certaines sont si étroites que vous pouvez toucher les deux murs à la fois. L'air est épais du tintement des cloches des temples, des chants des prêtres, et de l'odeur constante et lourde de l'encens.
des œillets d'Inde et du bois de santal. La ville entière est construite sur la rive ouest du fleuve le plus sacré de l'Inde, le Gange. La vie ici tourne autour des Ghats, les longs, larges escaliers de pierre qui mènent à l'eau sainte. Il y en a plus de 80 et ils sont la scène des rituels humains les plus profonds. Le spectacle principal est le Ganga Arti au Dashashwamedh Ghat à chaque coucher de soleil. Une cérémonie spectaculaire, chorégraphiée de feu, d'encens et de musique dédiée au fleuve. Mais l'expérience la plus essentielle est une promenade en bateau à l'aube. Lorsque le soleil se lève, la ville brille. Vous verrez des milliers de pèlerins drapés de soie colorée descendre les marches. Ils font face au soleil levant, coupent l'eau sainte dans leurs mains et se baignent dans le fleuve. C'est un rituel qu'ils croient qui efface tout mauvais karma, un fil de foi profond, émouvant et ininterrompu. Mais c'est une ville de vie et de sa fin. Alors que votre bateau flotte en aval, vous arriverez au Manikarnika Ghat. C'est le principal ghat de crémation. Ce que la plupart des visiteurs ne réalisent pas, c'est que pour les hindous dévots, Varanasi est le meilleur endroit possible pour décéder. La croyance est que si votre corps est incinéré ici et que vos cendres sont dispersées dans le Gange, votre âme atteindra le moksha, elle sera libérée, échappant au cycle de la renaissance et trouvant la paix éternelle. En conséquence, les feux au Manikarnika Ghat ne s'arrêtent jamais. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant des milliers d'années, la fumée s'est élevée de cet endroit. C'est une confrontation directe, intransigeante et puissante avec la mortalité humaine. Ce n'est pas un lieu de tristesse. Pour les familles, c'est un lieu de libération. C'est le spectacle le plus intense et le plus profond de toute l'Inde. Mais cette ville sacrée a un côté encore plus extrême. Un détail caché du monde spirituel de Varanasi est l'agori. Ce sont des ascètes, des hommes qui ont renoncé au monde, vivant au bord des lieux de crémation. Ils pratiquent des rituels qui sont choquants. Ils se couvrent de cendres humaines provenant des bûchers. Ils méditent sur les lieux de crémation pour prouver qu'ils ont conquis toute peur et toute dualité humaine, le bien et le mal, le beau et le dégoûtant. C'est le chemin de foi le plus extrême et le plus incompris de tout le pays. De la plus vieille ville, nous remontons le temps jusqu'à l'aube de la conscience humaine. Dans le Madhya Pradesh, non loin de Khajuraho, se trouvent les abris sous roches de Bhimbetka. C'est un paysage d'affleurement de grès massifs et de plus de 750 grottes, mais ce qui se trouve à l'intérieur est ce qui compte. Ces grottes sont couvertes de peintures, non pas d'il y a quelques siècles, mais de l'âge de pierre. Nous parlons de 10 000, 20 000, certaines sont estimées avoir 30 000 ans. C'est un enregistrement continu de la vie humaine, de l'ère paléolithique, à travers le mésolithique et jusqu'à la période historique. Vous pouvez voir des peintures de bisons géants et de tigres, des scènes d'hommes qui chassent, de gens qui dansent, de femmes qui ramassent de la nourriture. C'est une fenêtre directe sur l'esprit de nos ancêtres les plus anciens. Un livre d'histoire de l'enfance de l'humanité, peint sur la roche. De l'âge de pierre, nous sautons à un mystère de l'âge du fer. De retour à Delhi, dans le complexe de Qutub Minar, se trouve le pilier de fer que nous avons mentionné, mais il mérite un examen plus approfondi. Il mesure 23 pieds de haut, à 1600 ans et est en fer pur à 99,7%. Il a résisté à 1600 saisons de mousson et à 1600 étés brûlants, et il n'a pas rouillé. Comment ? Les scientifiques modernes ont une théorie. Une forte teneur en phosphore dans le fer a réagi au fil des siècles pour former un film protecteur mince à la surface, une couche protectrice passive. Mais comment les forgerons du IVe siècle savaient-ils faire cela? Était-ce un génie intentionnel ou un heureux accident du minerai de fer spécifique qu'ils utilisaient? Cela reste l'un des plus grands mystères métallurgiques du monde,